Madame, Monsieur, bien heureux de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision en ce premier jour de la semaine, les titres de ce 20h. Coronavirus, la région de l'Ouest a enregistré 34 nouveaux cas, dont 18 en 24 heures. Le gouverneur de cette région, Awa Fonka Augustine, a fait le point de la situation épidémiologique dans la région dans un communiqué rendu public le jeudi 12 novembre 2020. La région de l'Ouest est donc sous l'emprise d'une résurgence de la pandémie de coronavirus après un fléchissement de la courbe de contamination observée sur les 3 derniers mois. Lutte contre les accidents de la circulation, le ministère des Transports lance une nouvelle solution d'assurance tout risque. Selon un communiqué publié par le ministre des Transports Jean-Ernest Massinangalé-Bibé, cette solution prend en charge des sinistrés post-accident chez les nouveaux conducteurs. La présentation de la dite solution qui vise à réduire la sinistralité chez les nouveaux détenteurs de permis de conduire est prévue demain, 17 novembre 2020, à Yaoundé. En République démocratique du Congo, la tension entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Félix Tshisekedi ne baisse pas. La famille politique de l'actuel président de la République veut mettre un terme à la coalition. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Des gouverneurs des 10 régions du Cameroun sont réunis depuis ce matin dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé, dans le cadre de leur seconde conférence semestrielle au titre de l'année 2020. En présence de plusieurs hautes personnalités, la rencontre est présidée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Cet événement, qui se tient sur 2 jours, va permettre au gouvernement de discuter autour d'un large éventail de questions, parmi lesquelles la sécurisation des régions avant, pendant et après les élections régionales du 6 décembre prochain. Je vous propose d'écouter le ministre de l'administration territoriale à l'ouverture des travaux de Yaoundé. Comme vous le savez d'ores et déjà, les travaux de la seconde conférence semestrielle de gouverneurs de région se tiennent sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées. Pendant nos assises, nous allons aborder des problèmes d'actualité, notamment la situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans les 10 régions, avec un accent particulier sur les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de l'est, de l'Adamawa et du nord. En effet, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, bien que globalement sous contrôle, est encore marquée par des exactions affectant l'état d'esprit des populations. Même si l'on note la réduction significative des capacités de nuisance des terroristes et sécessionnistes, véritables brigands et barbares d'une autre époque. Dans la même logique, les régions de l'extrême nord, du nord et de l'est nécessitent une vigilance de tous les instants, comme d'ailleurs l'ensemble des régions. C'est le lieu pour moi de saluer la détermination de nos valeureuses forces de défense et de sécurité, qui face à l'adversité obtiennent des résultats satisfaisants. Je dirais même des résultats impressionnants dans la traque des terroristes. Le maire de la commune de Babadjou, Madame Gisèle Tchangé, Messieurs Nolabo Paul et Mingo Jules, respectivement premier et deuxième adjoint au maire, ont été installés samedi dernier à la place des fêtes de Babadjou par le préfet des Bamboutos, Ernest Ewango Boudou. Dans une note signée par le patron du département des Bamboutos, l'installation des différents exécutifs communaux est prévue notamment du côté de Ngalim, Bacham et Mbouda les 18, 19 et 20 novembre prochains. Ces cérémonies auront lieu à la place des fêtes des différents arrondissements concernés. Thierry Blanchard Sobre revient sur la cérémonie de samedi dernier à la place des fêtes de Babadjou. Reportage. La commune de Babadjou a ouvert le bal des installations des exécutifs communaux dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, le samedi 14 novembre 2020. La cérémonie, qui a démarré avec l'arrivée de monsieur le préfet du département des Bamboutos, Ewango Boudou NS, suivi de son état-major,
a connu la présence de plusieurs personnalités de haut vol, à l'instar du vice-président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et des invités de marque venus apporter leur soutien au nouvel exécutif communal du Babadjou. Accueilli par Madame le maire Gisèle Tsangé, le sous-préfet de l'arrondissement de Babadjou, Jean-Mathieu Clément Dongo, et le président du groupe communal, M. Mengo Boniface, le préfet du département des Bamboutos a passé en revue l'ensemble des 25 conseillers municipaux que compte la commune de Babadjou. La tâche était ensuite confiée aux artistes du terroir, à travers des chansons dédiées à la circonstance, de tenir le public en haleine. Également, une fantaisie a été offerte par la communauté Bororo, parfaitement intégrée à la population de Babadjou, pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Dans son allocution, en présentant les circonstances dans lesquelles les élections municipales se sont tenues dans le département des Bamboutos, le préfet NS Ewango Boudou a relevé le caractère particulier de cette installation, en ce sens où Madame Gisèle Tsangé est la toute première femme à la tête d'un exécutif communal dans le département des Bamboutos. Après avoir déroulé les parcours respectifs de Madame le maire, du premier adjoint M. Nolambo Paul et du second adjoint M. Mengo Jules, le préfet a indiqué quelles sont les missions de ce nouvel exécutif communal. Le maire doit se convaincre que pour réussir sa carrière politique et faire avancer la décentralisation, il a l'obligation de relever quelques défis majeurs qui sont la maîtrise du cadre juridique et institutionnel, qui s'entend en l'appropriation des textes et lois qui encadrent la décentralisation. La maîtrise des droits et des devoirs de la fonction de maire. Prenant ensuite la parole, le délégué départemental de la décentralisation et du développement local donnait la teneur de l'arrêté du ministre de tutelle, constatant l'élection de l'exécutif communal qui a été ensuite présenté à la population. Maire, Madame Tsangé Gisèle. Premier adjoint, Monsieur Nolambo Paul. Deuxième adjoint, Monsieur Mengo Jules. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français. L'habillement du maire Gisèle Tsangé en tenue traditionnelle par les chefs supérieurs venus des Santa voisins marquait le début de la remise des cadeaux par les populations venues nombreuses. Madame Gisèle Tsangé, maire de la commune de Babadjou, satisfaite au terme de cette cérémonie qui aura duré 2h30, a indiqué avoir placé son mandat sous le signe de la gouvernance et de l'espérance. De l'espérance, l'action, parce que je veux mettre à la disposition de la population ici mes carnets d'adresse et mon expérience que j'ai fait tout au long de ma carrière professionnelle dans le monde rural. Un sentiment de satisfaction, de joie, parce que depuis que j'ai été élue, c'est la première fois que je communique vraiment entièrement avec toute la population. Un sentiment de joie parce que après les élections, l'État qui est représenté ici dans les Bamboutos par le préfet me met officiellement en fonction et me présente officiellement aux populations de la commune. Le développement de cet arrondissement carrefour de 3 régions, à savoir l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, est désormais impulsé par l'élection de cet exécutif communal à la hauteur des attentes. Le temps de ce développement était d'ailleurs donné la veille sur le plan culturel par la main tendue de Madame le maire aux artistes musiciens originaires de l'arrondissement à travers la vitrine d'exposition que représentait le podium du concert géant organisé pour la circonstance. L'organisation non gouvernementale Synergies africaines a le mérite d'être toujours aux côtés des populations détresses 18 ans après. Créée sous l'impulsion de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, elle continue à gagner du terrain dans la lutte contre le sida. Lestine Feba, évocation. Créée sous l'impulsion de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, il y a 18 ans, l'ONG Synergie africaine n'a jamais failli à sa mission première, qui est d'assister les populations en détresse et vulnérables.
Constituée de 17 premières dames africaines, cette ONG offre un cadre de réflexion et d'action dans l'optique de lutter contre la pandémie du sida, la transmission mère et enfant du VIH et l'assistance aux personnes démunies. Grâce à cette ONG, de nombreuses actions dans le but de limiter le taux de contamination au VIH ont été entreprises. Si les deux co-découvreurs du virus du sida ont pu se rencontrer pour la première fois, c'était grâce à Madame Chantal Biya par le biais de cette organisation pendant un sommet à Yaoundé. Ensuite, c'était à la ville de Ouagadougou en 2005 et Niamey en 2007 de recevoir la visite du sommet de l'ONG. Aujourd'hui, 6 pays africains ont eu le privilège de bénéficier des sommets de campagne de prévention comme Vacances sans sida et Campus sans sida. Si le chemin est encore long, on peut déjà encourager les efforts consentis pour éradiquer la pandémie du VIH grâce à l'ONG Synergie africaine. Coronavirus, la région de l'Ouest a enregistré 34 nouveaux cas, dont 18 en 24 heures. Le gouverneur de cette région, Awa Fonka Augustine, a fait le point de la situation épidémiologique de la région dans un communiqué rendu public le jeudi 12 novembre 2020. La région de l'Ouest est donc sous l'emprise d'une résurgence de la pandémie de coronavirus après un fléchissement de la courbe de contamination observée sur les 3 derniers mois. De nouvelles personnes, soit 34 au total, ont été testées positives, dont 18 cas enregistrés en 24 heures, comme nous le soulignons tout à l'heure, dans le district de santé de l'arrondissement de Penka-Michel, département de la Ménois. 5 de ces patients présentent un état assez préoccupant et ont été transférés à l'hôpital régional du Bafoussam. Les chiffres révélés par l'autorité administrative font état de 1410 cas testés positifs à l'ouest, dont 1290 cas de guérison, 68 décès et 52 cas actifs. Lutte contre les vers intestinaux, plus de 7,5 millions d'enfants d'âge scolaire et 230 000 adultes seront déparasités dans le cadre d'une campagne contre les vers intestinaux qui a débuté ce 16 novembre 2020. Elle est censée s'achever le 27 novembre prochain. Les détails avec Régine Lindangobitek. Campagne nationale de lutte contre les vers intestinaux dont en souffrent des millions de Camerounais. Pour combattre ce mal, le ministère de la Santé publique lance une vaste campagne de déparasitage dans les 10 régions du pays, prévue aux dates allant du 16 au 27 novembre 2020. 7 403 250 enfants d'âge scolaire 5 à 14 ans et 230 000 adultes seront déparasités sur l'étendue du territoire national. D'après le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, cette campagne de déparasitage se déroulera dans les districts de santé les plus touchés en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et les communes. Pour atteindre sa cible, il prévoit mobiliser les équipes cadres des districts de santé pour le déparasitage des élèves des établissements dépendant d'autres départements ministériels et des enfants d'âge scolaire et non scolarisés. Dans un communiqué publié à cet effet, le ministre de la Santé publique demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre des activités au niveau des différentes régions, notamment la formation des acteurs à tous les enfants d'âge scolaire et la bonne gestion des médicaments dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Il continue en invitant le personnel à veiller à une remontée diligente des données et à transmettre sans délai des résultats et rapports de la dite campagne au secrétariat permanent du Programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthias intestinales. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présidé ce jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé la présentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au cours de cette rencontre, Alamine Ousmane May a mis un point d'honneur sur le nouveau cadre de développement et a affirmé la détermination du gouvernement vers la stratégie nationale de développement qui constitue une des phases de l'émergence du Cameroun en l'horizon 2035. Carole Nukwa, reportage. C'est en 2009 que le Cameroun s'est doté d'une vision de développement à l'horizon 2035 avec pour ambition d'être un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Après des années d'ajustement structurel, le pays a renoué avec la planification de son développement. À cet effet, il y a eu 2 documents de stratégie de réduction de la pauvreté, puis le document de la stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce nouveau document, cadre de développement, s'inspire des défis de la première phase opérationnalisée à travers le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui est arrivé à son terme en décembre 2019.
La stratégie nationale de développement 2030, qui se veut plus dynamique et plus agressive, envisage un taux de croissance annuel moyen de 8,1%. Avec l'adoption de la stratégie nationale de développement, le Cameroun dispose d'un nouveau cadre de référence pour son action de développement au cours de la prochaine décennie. Au cours de cette rencontre, elle a articulé les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. La stratégie nationale de développement Cameroun 2030 s'est appuyée sur les leçons de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi dont elle prendra le relais jusqu'en 2030 dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent. Elle préconise pour y parvenir un modèle économique plus structuré autour de l'utilisation des moyens et ressources plus locales ainsi que la production et la consommation locale. Toute chose qui favorise l'investissement dans l'outil technologique, la transformation locale et la formation selon les besoins. Ce qui entraînera bien évidemment l'amélioration de la productivité, la promotion de l'emploi et une meilleure distribution des fruits de la croissance. Le deuxième levier sur lequel s'appuiera la stratégie nationale de développement est la commande publique orientée vers les entreprises locales et l'appui du secteur privé moteur de croissance. La stratégie nationale de développement en 2020-2030 accorde également une priorité à l'achèvement et à la fonctionnalité de grands projets initiés au cours de la décennie pour leur permettre de donner tout leur potentiel en matière de croissance. Lutte contre les accidents de la circulation, le ministère des Transports lance une nouvelle solution d'assurance tout risque selon un communiqué publié par le ministre des Transports Jean-Ernest Massinan Galé-Bibéhé. Cette solution prend en charge des sinistrés post-accident chez des nouveaux conducteurs. La présentation de la dite solution qui vise à réduire la sinistralité chez les nouveaux détenteurs de permis de conduire est prévue demain 17 novembre 2020 à Yaoundé. Sont attendus à cette cérémonie les promoteurs des établissements de formation à la conduite automobile et leur directeur technique. Aucune cause ne peut justifier l'acte barbare du 24 octobre dernier perpétré dans la ville de Kumba, région du Sud-Ouest, a martelé le président de l'Assemblée nationale au cours de la troisième et dernière session plénière de l'ouverture de l'année ouverte le 12 novembre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Rendu au 5e jour de cette rencontre entre les parlementaires, la situation de la crise sécuritaire dans les régions anglophones n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour. Une crise qui a pourtant suscité de violentes réactions après le massacre des 7 enfants le 24 octobre dernier. Pourquoi l'inscription de cette problématique à l'ordre du jour de cette session n'est toujours pas effective? Une situation qui suscite des interrogations. Carole Noukwa nous en dit plus. Sur la table des débats de ce 16 novembre 2020 à l'Assemblée nationale, une séance spéciale sur le pourquoi des milliers d'enfants se retrouvent sans acte de naissance au Cameroun. Une séance plénière qui a regroupé autour des députés les acteurs institutionnels que sont le ministère de la Justice, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Éducation de base, le Bureau national de l'État civil, l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Une séance plénière spéciale qui aurait dû amener les parlementaires à s'interroger sur le pourquoi le système éducatif est devenu la nouvelle cible des séparatistes. Et en ayant pour prétexte la fusillade du 24 octobre dernier dans une école à Kumba qui avait fait 7 enfants décédés. Pourquoi jusqu'à présent le très honorable Kavayege Djibril, qui à l'ouverture de cette session ordinaire le 12 novembre dernier avait condamné ces attaques contre les écoles et cette montée en puissance de la criminalité dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'a toujours pas inscrit cette problématique à l'ordre du jour? Qu'est-ce qui empêche les députés à se pencher véritablement sur la résolution de cette crise? Pour le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, ses confrères députés devraient au cours de cette session plénière se pencher sur le problème de la crise anglophone. Cette criminalité vis-à-vis des écoles, des autorités traditionnelles et religieuses est interpellative pour le gouvernement et les élus du peuple. La défense d'aucune cause ne peut justifier qu'on s'attaque à l'école, qu'on s'attaque aux écoliers, qu'on s'attaque aux enfants. Aucune cause au monde ne peut justifier cela. Mais derrière cela, effectivement, il y a un autre appel que ce constat ou que cette fermeté renvoie. C'est qu'il faut qu'à cette session-ci,
que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone. Parce que cette criminalité est interpellative à tout point de vue. Donc mon expectative, et lui-même il l'a dit en filigrane, est qu'effectivement nous nous penchons sur cette question au cours de cette session-ci. L'on se souvient qu'après le massacre des 7 enfants de la Moda Francisca Bilingual à International Academy de Kumba le 24 octobre 2020, l'honorable Cabral Libye avait fait une sortie dans laquelle il criait son ras-le-bol de la situation qui prévalait dans cette localité depuis 4 ans et avait fustigé l'opportunisme politicien et malhonnête d'une partie de la classe politique et de certaines organisations de la société civile qui avaient fait de cette crise anglophone un fonds de commerce politique et économique et un moyen de règlement de compte avec le régime. Doit-on comprendre que certaines personnes tapies dans l'ombre ne voudraient pas voir se résoudre cette crise dans les régions anglophones? Ne serait-il pas temps pour le président de l'Assemblée nationale de lancer un appel en l'endroit des élites et élus afin de faire un dialogue inclusif et froid et qu'au sorti de cela un décret soit signé pour l'arrêt des hostilités dans ces deux régions du Cameroun? Nous pensons qu'on se serait attendu à ce que le président de l'Assemblée lance un appel à l'endroit des différents acteurs et des élites pour qu'on refasse le dialogue, un dialogue véritablement inclusif et franc, à l'effet de trouver des solutions véritables à cette crise pour aller à la signature de l'arrêt des hostilités avant de passer au désarmement, démobilisation et réinsertion. Car il faut rappeler que 30% du budget de l'État chaque année depuis bientôt 4 ans revient aux forces de défense qui n'ont toujours pas jusqu'à l'heure actuelle pu sécuriser ces régions du Cameroun. Ces forces de défense et de sécurité qui coûtent, j'aimerais le rappeler à tous les Camerounais, qui coûtent au moins 30% du budget de l'État, sont incapables de ramener la sécurité pendant 4 ans. Donc nous devrions pouvoir nous pencher sur cela, mais cela devrait se faire dans le cadre tout à fait légal des discussions budgétaires. Moi, je ne vois pas pourquoi on continue à augmenter le budget si nous n'arrivons pas à ramener la paix dans cette région. L'insécurité et la criminalité ne sont pas les seuls problèmes du Cameroun. La relance économique post-Covid-19 avec la nécessité d'un soutien accru aux petites et moyennes entreprises. La crise ethnico-identitaire. Les problèmes qui concernent l'environnement avec notamment la recrudescence des inondations dans la région de l'extrême nord. La lutte contre le coronavirus, la mise sur pied de la couverture santé universelle et autres sont des questions qui méritent aussi toute l'attention des élus locaux. Mais nos attentes sont celles du peuple. En réalité, le peuple attend de manière efficace et de manière efficiente que les projets qui ont été déjà implémentés et arrêtés à cause du Covid puissent continuer et maintenant qu'on puisse minimiser au maximum des budgets budgétivores, si je peux m'exprimer ainsi, pour se concentrer à l'essentiel, notamment le décollage national de notre économie nationale en mettant un impact sur l'agriculture et la transformation locale. Parce que nous pensons qu'en transformant localement, il y a la plus-value et il y a maintenant la valorisation des produits camerounais. Il faut rappeler qu'au cours de la session de juin dernier, 4 projets de loi avaient été examinés. Il s'agissait entre autres du combat contre le tabagisme avec l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Ensuite, la promotion de la femme dans le but de renforcer ses capacités, ses talents et ses compétences. Il y avait également le projet de loi sur la conservation des gorilles et leur habitat afin que le Cameroun puisse bénéficier des appuis partenaires internationaux. Le 4e projet de loi examiné était la reformation de l'activité statistique afin de permettre au Cameroun de se mettre aux normes internationales en la matière. En République démocratique du Congo, la tension entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le cap pour le changement de Félix Tshisekedi ne baisse pas. La famille politique de l'actuel président de la République veut mettre un terme à la coalition. Elle soutient que les conflits avec le groupement politique de Joseph Kabila ne permettent plus au gouvernement de la coalition de travailler dans la sérénité. Pour cela, des milliers de militants acquis à la cause de Félix Tshisekedi ont marché samedi dernier pour lui apporter leur soutien. Au Kenya, engagé dans la lutte contre le coronavirus, le gouvernement a commencé la semaine dernière ses essais de vaccins contre la pandémie du coronavirus. Reportage Thierry Blanchard-Sop.
Engagé dans une lutte acharnée contre le coronavirus, le président kényan, Uhuru Kenyatta, a inauguré vendredi dernier un nouvel hôpital à Nairobi, la capitale du pays. Équipé d'installations de traitement Covid-19 et de 100 lits, l'établissement, qui a été construit en collaboration avec les Nations Unies pour un coût de 8 millions de dollars US, accueille le personnel des Nations Unies, les diplomates et d'autres personnes qui peuvent se permettre ce traitement. La plupart des Kenyans infectés par le coronavirus ne pourront cependant pas se permettre d'avoir accès à cet hôpital de pointe, déjà que la majorité d'entre eux n'ont pas ou ont peu confiance dans le système de santé du pays. La semaine passée, dans la ville côtière de Kilifi, les premiers essais de vaccins ont débuté. Ils ciblaient 40 travailleurs de première ligne. La phase suivante consistera à vacciner davantage de participants. En République démocratique du Congo, réunis à Kinshasa, des manifestants partisans de l'UDPS ont souhaité manifester leur soutien au président Félix Tshisekedi à l'initiative des consultations politiques. Le président congolais propose des consultations et reçoit dans ce cadre des personnalités politiques et publiques congolaises en vue de constituer une union de la nation en pleine crise avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Nous marchons pour soutenir le chef de l'État lors des consultations nationales afin que notre pays puisse changer et avancer pour le bien du peuple, a indiqué un manifestant. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20h.